Mode autoprotection. J'étouffais, mais je ne le savais pas. Plein d'amour et de tendresse. Réinventer. La création est un moteur de guérison. Colibri, Centre des femmes présente des mots sur des mots. Des mots sur des mots. C'est une série balado où vous découvrirez le parcours de femmes qui ont témoigné de violences sous toutes ses formes et qui ont cheminé grâce à leur relation à l'art. Elles nous partagent les formes d'art qui les ont accompagnées et qui leur ont permis de transcender des circonstances difficiles de leur vie. Je suis Nathalie Nadon et accompagnée de Faiza Delaoui et de Mathilde Ouchegnon, je vous propose de rencontrer des femmes inspirantes et lumineuses. Alors on se plonge à la découverte d'un nouveau parcours. Nathalie, tu as rencontré Lise. Est-ce que tu peux nous en parler? Lise, c'est une femme extraordinaire, un bout en train. C'est une femme vraiment dynamique. Et ce que je retiens de ma rencontre avec elle, c'est que malgré les épreuves qu'elle a surmontées, elle a trouvé la capacité à se reconstruire à coups de tendresse, d'amour et de bienveillance pour les autres, mais surtout pour elle. Je pense que chaque individu a une histoire intéressante, donc la mienne n'est pas plus intéressante que les autres, mais c'est mon histoire. Et elle a commencé comme ça. Je suis née à Sudbury le 29 février 1968 et je fus mis en adoption dès ma naissance. Mes parents, qui étaient abitibiens, vivaient à ce moment-là à Sudbury, qui, eux, m'ont adoptée à l'âge d'1 mois. Donc, j'ai commencé la vie sous le nom de Lynn Lepage. Et quand mes parents m'ont adoptée, ont changé mon nom pour Lise Roy. Donc, je pourrais dire que Lise Roy est née probablement le 29 mars 1968. À l'âge de 4 ans, mes parents ont retourné en Abitibi, à Val-d'Or. Donc, ils sont retournés à la source et c'est la raison pourquoi je ne parlais pas anglais et que j'étais francophone, abitibienne. Tu viens de nous parler de 2 anniversaires. Ton anniversaire de naissance, qui est le 29 février, qui d'ailleurs est une année bissextile. Donc, toi tu fêtes aux 4 ans, officiellement aux 4 ans, mais comme tu es mon ami, tu sais qu'on fête à chaque année. Et tu as un 2e anniversaire, en fait, ton anniversaire d'adoption, disons, qui est le 29 mars. Bien, moi, ce qui me trouble un peu dans ce que tu viens de me dire, c'est que, comment ça qu'on n'a jamais pris avantage de ces 2 fêtes-là, toi puis moi? Tu sais, moi, toute porte à fêter. Je retiens ça. Je pense qu'au départ, Nathalie, le fait que j'ai une fête seulement qu'une fois aux 4 ans, j'ai toujours gardé comme mentalité de vraiment ma fête, on ne la soulignait pas vraiment, sauf quand j'avais le 29. Ah, là, c'était important. Je pense que c'est de là vient. Le 29 mars, vraiment, j'ai jamais vraiment souligné, mais comme on parle de ma vie, je pense que ça a peut-être eu un impact beaucoup plus que je pense maintenant, avec le recul, le fait d'avoir été née le 29 février, adoptée le 29 mars. Des fois, quand on est jeune, on ne réalise pas le chemin qu'on traverse, puis les impacts que ça a. C'est juste avec le recul qu'on peut le voir. Et je peux voir maintenant que, oui, Lynn Lepage, probablement s'est effacé un point, et c'est Lise Roy qui est devenue, puis c'est ça. Ta mère, elle voulait pas que tu ailles à l'école. Pourquoi? Pour mettre en contexte, je pense que ma mère adoptive souffrait d'une maladie mentale. On doit retourner dans les années 60 ici, là. Hein? Une maladie mentale n'était pas connue comme c'est connu aujourd'hui. Tout le monde le savait très bien que ma mère souffrait d'une maladie mentale.
mes tantes, mon père, tout le monde était au courant. Même qu'à un certain point, les sœurs de mon père voulaient nous faire retirer par les services sociaux. Parce que c'était une femme qui était d'une agressivité assez spéciale. Mais ils ne l'ont pas fait par peur... peur de mauvaises représailles sur la famille, de mauvais jugements, pour protéger mon père en quelque sorte. La maladie mentale de ma mère, ce que ça consistait, c'était une femme très, 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 très instable, qui avait des moments de joie de 5 minutes peut-être dans une journée. Le reste, c'était d'une agressivité. Elle n'acceptait pas du tout que j'étais vide d'esprit. Très, 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 très petite, j'étais à la maternelle, je me levais le matin, faisais à déjeuner ma sœur, je m'habillais toute seule pour aller à l'école, j'ouvrais la porte, je regardais la température, je savais ce que je devais porter. J'étais très, très autonome. J'ai appris vite, mais gardons en tête que je vis en mode autodéfense. Mm-hmm. Quand j'arrivais de l'école, et comme j'étais brillante, je pense, j'arrivais de l'école, je pense mon dernier souvenir le plus loin, c'est en première année. J'avais fait un flocon de neige et je cherchais une baguette et quelque chose pour l'accrocher. Et j'avais trouvé une règle chez moi et j'avais mis un petit scotch tape et j'étais tellement fière de moi parce que la baguette était blanche et le flocon était blanc. Tu me connais, Nathalie, oui. Hein? Faut que ça matche. Oui. En très bas âge, c'était déjà là. Et mon professeur était tellement fier de moi qu'elle l'avait exposé en classe. Hey, j'étais tellement gênée. Moi, je pleurais quand j'étais gênée. Je pleurais quand on me disait que j'étais fine. Je pleurais tout le temps. Toujours. Mais encore une fois, c'est un comportement d'autodéfense. Hein? Et j'étais arrivée à la maison avec mon flocon. Et je suis tellement énervée de ça que je rentre et je dis à ma mère, je suis tellement contente, mon professeur, elle l'a accroché, l'a montré à tout le monde. Ma mère l'a pris, et je m'excuse, je vais être vulgaire, là. Hey, je m'en calisse-tu de ton esti de flocon? Donc, j'ai appris à ce jour-là que les bons coups, on ne devait pas trop les partager. Je pense que j'ai essayé ensuite en deuxième année, parce que j'avais réussi une dictée, j'avais été à première de classe. J'étais encore très fière de moi. J'avais eu la même chose, là, que... Elle s'en foutait que j'étais première ou deuxième. Donc, suite d'année en année, si je ne pouvais pas aller à l'école, c'est sûr qu'elle me gardait à la maison pour X raisons. J'ai été en moyenne, je vous dirais, 3 à 4 jours par semaine à l'école. J'avais beaucoup d'absence et je réussissais toujours. Je réussissais à me rattraper. Je voulais un dictionnaire. Je voulais un dictionnaire pour faire mes devoirs. C'était difficile de faire mes devoirs. Le seul dictionnaire qu'on avait, c'était un dictionnaire de mots croisés qu'elle avait. Donc, c'était « arrange-toi avec ça ». Mais encore une fois, c'est ma curiosité, mon observation qui m'a réussi. Je me suis rattrapée quand j'ai eu mes enfants. Je me suis juré qu'elles iraient à l'école, qu'elles auraient des livres, qu'elles pourraient faire ce qu'elles auraient envie de faire. Probablement une des grandes raisons pourquoi tes profs sont venus chez toi, c'est toujours ta soif d'apprendre. Effectivement. Puis ça motive-tu un professeur, un élève qui a soif d'apprendre, qui a soif? Oui. Tu sais? Oui. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Oui. En tout cas, il me semble que, oui, évidemment, tes profs ont été d'une grande générosité. Ah, énorme. Puis ils voyaient ton potentiel, mais le fait que toi, t'aimais tellement apprendre, ils se disaient, on va pas la priver de ça pendant 9 mois. Non, on va la protéger. On va l'armer. Exactement. Ils le savent pas, mais ils m'ont armée à faire face à ce qui s'en venait. Tu sais, Nathalie, être mère à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, être mère, c'est assez facile. On a beaucoup d'amour à donner. Mm-hmm.
Ce qui est difficile, c'est le quotidien, c'est de faire face aux besoins. C'est le besoin financier, c'est le besoin émotionnel, physique. C'est ça qui est difficile d'être mère. Moi, j'avais fait le choix très clairement à 13 ans et demi de garder mon enfant. C'était très clair dans ma tête. Et je pense que cet élément-là a déclenché sur moi, en moi, quand j'ai une idée en tête et que c'est là que je dois aller, c'est comme un bon Québécois, tassez-vous. C'est là que je m'en vais. La grande chose que j'ai dû apprendre à vivre, ça a été la honte. Ma mère avait honte de moi. Quand j'ai rencontré mon ex-conjoint, ça a été très clair dès le départ que je n'avais pas le droit de dire quel âge que j'avais, car ça aurait été très nocif pour sa carrière. Mais lui, est-ce qu'il était beaucoup plus vieux que toi? On avait 8 ans de différence. OK. Et comme j'avais l'air vieille pour mon âge, et j'étais déjà très mature, donc avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans de plus, c'était facile. J'ai tellement vécu dans ce secret-là que moi-même, je demandais à mes filles quel âge que j'avais d'année en année parce que j'ai tellement menti sur mon âge, si on peut dire, ou caché mon âge. Si ma mère était dysfonctionnelle, elle vient d'une famille dysfonctionnelle. C'est des cercles. Donc, je ne dis pas que toute la famille, la parenté était dysfonctionnelle, mais il y en avait beaucoup. Les comportements que moi j'ai appris ou que mon cerveau primate a enregistrés, c'est des comportements de contrôle, abus physiques, verbaux et sexuels. Donc, c'est sûr que je me suis en allée vers ça. Et je me sentais en sécurité dans un sens, dans ces comportements-là. Mais moi, je n'étais pas comme ça. Et mon père n'était pas comme ça. Mon père avait plein d'amour et de tendresse. Donc, ça a été facile pour moi de ne pas répéter en tant que mère ces comportements-là. Parce que mon père m'avait enseigné autre chose. Mais c'est sûr que j'avais un conjoint qui n'était pas autant que ma mère, mais avait ses comportements à lui pour ses raisons à lui. Je n'irai pas dans les détails par respect pour lui et mes enfants, mais on reste dans ces comportements-là, sans le savoir. Déjà, à la tendre enfance, tu t'es réinventé. Puis, te connaissant très bien, je trouve que tu es une femme qui est toujours en train de se réinventer. Puis là, je continue un peu dans la direction de te découvrir. Tu as fait comme plein de métiers dans la vie. Tu as vécu dans plein de villes. Est-ce que c'est stimulant de se réinventer ou est-ce qu'on fait ça par nécessité? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à mes comportements. Je dirais probablement mon éducation. J'étais toujours en questionnement et il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Pourquoi mon frère avait ses droits, moi j'avais pas ces droits-là. Pourquoi j'avais pas le droit à une éducation. Ma mère ne voulait pas que j'aille à l'école et j'avais une soif terrible d'apprendre. Pourquoi j'avais pas une famille comme les autres. J'avais une famille dysfonctionnelle. Pas que c'était pire, mais ça apportait beaucoup de questionnements. Encore une fois, avec le recul, je pense que j'avais un besoin de guérir beaucoup de choses. Ma soif d'apprendre. C'est ma plus grande guérison. Et de là, le fait que je veux apprendre.
J'aime apprendre. J'aime faire des choses avec mes mains. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent, de un. Une autre chose que je voulais à tout prix, mais à tout prix, une famille. Je voulais une famille. Je voulais être mère, je voulais être femme, je voulais être la femme de, la mère de. Encore une fois, c'était de guérir quelque chose en moi que, encore une fois, je ne savais pas. C'est avec le recul maintenant que je le sais, que ces comportements-là étaient tout simplement par guérison. J'ai fait une thérapie pendant 3 ans qui m'a aidée à comprendre mes comportements. Cette thérapie-là, mon objectif n'était pas de lancer des pierres, loin de là. Je voulais comprendre pourquoi j'agissais comme j'agissais au niveau positif, négatif, et d'obtenir des outils pour être juste mieux, pour être mieux avec mes filles, être mieux avec mes petits-enfants. Et encore une fois, c'est toujours d'avancer, de m'améliorer et de comprendre. Je suis pas sûre que la petite fille en moi est encore guérie. Elle est très exigeante. Elle me pousse beaucoup, mais c'est correct. C'est correct. Je continue avec elle et un jour, je vais l'atteindre. Avec le recul, aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai été si créative. Quand j'avais 16 ans, 15 ans, je ne savais pas que la création était un moteur de guérison. Comme je venais d'une famille très, très, très dysfonctionnelle, je pense que très petite, j'ai appris à me protéger par la création. Donc, je m'enfermais dans ma chambre, puis je cousais des costumes d'Halloween, réparais des boutons avec le support de ma grand-mère paternelle. Elle m'a donné ma première machine à coudre. Les sœurs de mon père étaient des femmes de leur temps, des femmes avec de très grandes familles, 7, 8, 10, 12 enfants. Et elles cousaient, cuisinaient. C'était de bonnes femmes. Comme j'ai dit, j'ai appris par observation. Je les ai observées, ces femmes-là. Elles m'ont beaucoup aidée, mais je ne le savais pas. J'étais en mode autoprotection. Mm-hmm. Et je pense que, en grande partie, ma motivation et ma force d'adaptation vient tout simplement de là. Tu as 3 filles. Oui. Parle-moi de ces 3 princesses-là. Oui, effectivement, ce sont mes princesses. Quelques-unes n'aiment pas quand je dis ça, là. Mais c'est à cause de mon histoire que je dis que c'est mes princesses. Parce que je me suis tellement assurée de répondre à leurs besoins. Et comme tout parent, j'ai fait des bons coups et des mauvais coups. Hein? On n'a pas de livre d'instruction quand on a des enfants. Et surtout quand on est une très jeune mère. À 23 ans, j'avais déjà 3 enfants. Donc, c'est sûr que j'ai fait des erreurs. Mais j'ai fait des très bons coups. Ça, je peux le dire. Peut-être que ça a compensé pour les mauvais coups. J'en ai eu des obstacles. Le jugement, beaucoup de jugement. Les gens qui ne me connaissaient pas, je les ai tous eus. Prostituées, délabrées, et la liste est longue. On se remet aussi dans le contexte de ces années-là. Exactement. Tu es dans une région, disons-le. Oui. Tu n'es pas nécessairement dans la grande ville où tu aurais eu plus de ressources. Exactement. Tout le monde connaît tout le monde, ça Oui. cacasse, ça dit des... Oui. Peux-tu te demander t'avais quel âge quand tu as eu Stéphanie? Je suis tombée enceinte à 13 ans et demi et j'ai accouché à 14 ans. OK. Fait que, ouais, t'étais jeune, finalement. Très jeune, beaucoup trop jeune. Le ménage. Je frotte. C'est jamais assez propre. J'essaie d'atteindre une perfection parce que
Mon ex a une carrière et est président d'une compagnie. Donc, toutes les soirées qu'on a, je suis jamais correcte. Je me sens jamais à la hauteur. Et il me rappelle très bien les comportements que je dois avoir. Mais je ne sais pas que je suis dans ce cercle-là. Sans côté d'une jalousie très excessive. Et plus que les années vont, plus qu'elle sait. Moi, j'étouffe, mais je le sais pas. Fait qu'est-ce qui fait qu'on reste si longtemps dans une relation qui, en fait, au final, nous brime? Je l'aimais profondément. J'ai ce talent de croire aux gens, de croire en leur talent. Et je ne les abandonne pas tant et aussi longtemps que moi je vais croire. Je croyais en nous deux. Lui a son histoire à lui et ses propres blessures à lui. Et je n'abandonne pas aussi vite. Toujours se réinventer. Ça prend du courage et dans le cas de Lise, c'était une nécessité. Ouais, il me semble vraiment, quand je l'ai écouté, que c'était la chose à faire, en fait, pour elle, que c'était juste normal. Je lui ai demandé comment ça se présentait, son petit côté rebelle chez elle. Quand quelqu'un sur un chantier me dit que c'est impossible à faire, et quand dans ma tête, je le sais que ça va fonctionner, oh là, je vais faire des dessins, je vais faire des recherches, ça c'est mon côté rebelle. Mon côté rebelle, c'est quand quelqu'un me dit à tort sur une façon que j'ai de penser. Je vais reculer, penser, analyser, et si je le sais que j'ai raison, je vais revenir à la charge. Sans agressivité, sans rien, mais ça, c'est mon côté rebelle, définitivement. Et protéger les gens. Si je sais que quelqu'un malmène ou dit quelque chose à l'un des miens, je suis plus que rebelle. Je peux vous dire, plus que rebelle. Donc, tu quittes ton conjoint. Oui. Et évidemment, on sait que des séparations, c'est pas évident. Non, pas du tout. Pour toi, pour ton conjoint aussi, j'imagine, pour les enfants, c'est pas facile. Est-ce que cet homme-là a toujours une emprise sur ta vie? Maintenant, je peux t'affirmer que non. Maintenant, la guérison a été très longue. Quand tu as un petit moment de panique, stress, angoisse, détresse, Oui. plus capable, Oui. c'est quoi ton premier go-to? Un bon livre? Tu vas sur Instagram puis tu regardes des photos d'architecture. Qu'est-ce qui te fait comme oublier pour un instant? Qu'est-ce qui te calme? Oui, avant, ça a été... avant le divorce, c'était la lecture, parce que j'avais un peu plus de temps, moins d'enfants, plus de temps. Même si je travaillais pareil, j'ai toujours travaillé à l'extérieur de la maison un peu, là. J'ai une deal avec mes filles quand je vais partir de ce monde, parce que j'ai peur d'avoir rien à faire de l'autre côté. Je suis une hyperactive, donc j'ai des petites requêtes. Je dois apporter 3 livres avec moi. C'est les seuls livres que je dois apporter. C'est la trilogie de Marie Laberge, Le goût du bonheur. Je ne sais pas pourquoi, mais ces livres-là ont eu un impact énorme dans ma vie. J'ai pleuré de A à Z durant toute la trilogie. C'est écrit d'une main de maître. J'aimerais avoir plus de temps à lire parce que j'adore lire.
des romans. Maintenant, je lis plus des détails d'architecture, comment bâtir. Tu lis des building codes, là. Oh oui, c'est ça. Je lis quand même, mais c'est ça. Maintenant, quand c'est un peu trop, à gérer, oui, Instagram m'aide beaucoup. Là, je suis un jeune homme, un enfant qui a 5 ans, qui fait de la couture avec sa mère. C'est comme une petite Lise, c'est incroyable, mais sauf que lui est avec sa mère, là. Oui, ça m'aide beaucoup de voir la création des autres. J'aime ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la création n'était plus à la mode avant COVID. Vous savez, les Fabric Land, ils meurent. Les gens achetaient plus de tissus. Les magasins de tissus, ça commence à être désuet, là. Oui, et ça revient. C'est intéressant. Tout ça à cause de COVID. COVID a eu du bon. Pourquoi tu as accepté mon invitation aujourd'hui? De venir parler de ton jardin secret, dans le fond, avec moi? À l'aube de mes 55 ans, je suis très fière de ce que je suis devenue. Très, très fière. Il y en a qui ont des doctorats, qui sauvent des vies, qui sont fiers. Il y en a qui sont serveuses dans un restaurant et elles sont fières. Sont fières de leur personne. Je suis extrêmement fière de moi, mais j'ai jamais vraiment pu le clamer. J'ai jamais pu vraiment clamer que moi, je n'avais pas honte de moi parce que j'ai pris mes responsabilités. Moi, je m'aime même si on a abusé de moi. Physiquement, moralement et sexuellement. Moi, je n'ai pas honte de moi. Moi, je m'aime. S'il y a une petite Lise qui est là, s'il te plaît, aime-toi. Elles doivent le savoir. Mais si les femmes comme moi ne parlent pas, on n'avancera pas. C'est triste d'être battu, d'être violé parce que on a un esprit vite. Parce qu'il y a des instincts animaux masculins qui ont une soif de sexualité extrême. C'est triste pour nous les femmes. Mais si on ne se tient pas debout, et si on ne dit pas, tu sais quoi, je m'aime quand même, on n'y arrivera pas, ma belle. Et j'ai toujours fait confiance à la vie. Je me suis toujours dit, la vie a un plan pour moi. Si j'accepte ce qu'elle me propose et je fais juste embarquer dedans, c'est quoi qui peut aller mal? Elle va me donner des obstacles, mais c'est correct, c'est la vie. J'ai dû apprendre à demander qu'on me laisse une place, apprendre à tolérer mon reflet dans la glace. Et j'ai arraché mes émois, les ai passés à la confesse, crevé les restes d'anonymat malgré l'orgueil qui proteste. Et je me tourne vers le soleil, une fois de plus, comme un enfant qui a vécu la guerre, l'éveille, un nouveau souffle dans le sang. Le feu sacré en dedans. C'était Des mots sur des mots. Productrice, Nathalie Nadon. Productrice au contenu, Janie René. Réalisateur, Louis-Philippe Galland. Animatrice, Faiza Abdallaoui, Mathilde Ouchegnon et Nathalie Nadon. Preneur de son, Marin Stemelen. Identité visuelle, Marie Rauque. Musique originale, Janie René et Louis-Philippe Galland. Cette série balado est produite pour le Colibri, Centre des femmes francophones du comté de Simcoe, et profite de l'appui financier du gouvernement de l'Ontario. Vous n'êtes pas seul. Des organismes sont là pour vous aider.
Si vous nous écoutez dans la région de Simcoe, en Ontario, vous pouvez prendre un rendez-vous virtuel ou en personne avec une intervenante de Colibri, Centre des femmes, notre partenaire, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Composez le 705 797 2060 ou écrivez à info@centrecolibri.ca. Si vous nous écoutez d'ailleurs en Ontario et que vous avez besoin de soutien, contactez la ligne de soutien FAMED, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877-336-2433. En cas d'urgence, faites le 911.